Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h02. Bien, évidemment, le grand sujet du jour, c'est ce match France-Maroc, demi-finale de Coupe du Monde de football. Je vous demandais tout à l'heure dans les titres à 10h30, comment allez-vous vivre ce match? Chez vous, chez des amis, dans un bar, une salle des fêtes? Racontez-nous, 0826 300 300. Vous avez les deux nationalités. Comment allez-vous faire ce soir? Quel pays allez-vous supporter? J'ai vu des témoignages de... J'ai vu un témoignage de mon confrère de Valeurs Actuelles. Vous savez, Valeurs Actuelles, c'est un journal évidemment très 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 à droite. Et c'est le témoignage de Valeurs Actuelles qui dit on ne peut pas comprendre, quelqu'un qui a deux nationalités, on ne peut pas comprendre que ce quelqu'un vivant en France depuis très longtemps puisse supporter le Maroc. Bon, je ne sais pas si ça va vous faire réagir. Évidemment, ça va faire réagir mes invités, ça va faire réagir. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse supporter le Maroc si on est franco-marocain et si on vit en France depuis très longtemps? Dites-nous. Mais moi, je me mets à la place. Si je suis italien d'origine, j'ai la double nationalité franco-italienne, l'Italie se retrouve, même si je vis en France depuis longtemps, l'Italie se retrouve en finale de la Coupe du Monde. Qui vais-je supporter? Même chose pour un Portugais, ou même chose pour un Espagnol, ou quelqu'un d'une autre nationalité. C'est vrai que la nationalité d'origine, le pays d'où on vient, le pays, la terre de ses ancêtres, ça nous pousse peut-être plus à supporter le pays d'où l'on vient à l'origine. Je ne sais pas ce que vous en... Tiens, je vais demander à mes invités ce qu'ils en pensent, parce que ça fait débat, évidemment, tout le monde en parle. Moi, je pense qu'on peut supporter les deux, d'ailleurs. Enfin bon. Khadija Mozen Finan, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste du Maghreb, chercheuse au laboratoire CIRIS de l'Université Paris 1. Vous êtes tunisienne d'origine, hein, oui. Je voudrais le préciser. Brahim Oumansour, vous êtes analyste en géopolitique, bonjour. Chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire du Maghreb à l'IRIS, bonjour. Et vous êtes d'origine algérienne. Je voudrais le préciser. Est-ce qu'on peut... lorsqu'comme ça on a deux nationalités, est-ce qu'on doit être obligé de choisir le pays pour lequel va son cœur, je ne sais pas moi, le pays qu'on va soutenir? Qui va répondre? Allez-y, Khadija. Moi, je pense que 60 ans après les indépendances, on doit en finir avec les anciennes catégories dans lesquelles on était enfermé. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de traîtrise. On n'est pas entre ici et là-bas. Nous avons aujourd'hui une double appartenance que nous revendiquons haut et fort. Oui. Alors, d'où la difficulté de soutenir une équipe plutôt qu'une autre, et peut-être de les soutenir toutes les deux. Mais je crois qu'il faut approcher les problèmes, la question différemment. Un Marocain vivant en France peut soutenir le Maroc, et inversement, un Marocain qui habite au Maroc pourrait peut-être soutenir la France. Je crois qu'il faut dépasser ces crispations. Surtout qu'il y en a d'autres. Oui, qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai qu'il y a... Je me tourne vers vous, Brahim Oumansour. Oui, on entend certains politiques et même sur la scène médiatique parler donc de cette impossibilité en quelque sorte d'avoir une double identité ou soutenir, et qui se traduit bien sûr par le soutien d'une équipe ou de l'autre. Et malheureusement, c'est une tendance qui est fondée sur un déracinement, sur une acquisition, une acquisition de la citoyenneté française ou nationalité française basée sur un déracinement de l'autre identité, de l'autre culture, mais qui, à mon sens, pourrait se marier, pourrait vivre ensemble au sein d'un individu français, franco-maghrébin, franco-marocain, dans le sens du match d'aujourd'hui, et qui pourrait, pour certains d'ailleurs, on n'a pas de statistiques, on n'a pas de sondage. Il y a plus environ 1,5 million de Marocains, globalement de franco-marocains. Il y a 45 000 étudiants marocains en France. Donc ceux qui sont sortis sur les Champs-Élysées il y a quelques jours et qui sortiront probablement aujourd'hui, on ne sait pas s'ils sont tous marocains, franco-marocains, français, franco-algériens, algériens ou africains qui soutiendraient cette équipe, ou bien tout simplement sympathisants d'une équipe qui, pour la première fois, africaine, pour la première fois... Moi, je pose une
une autre question. Faut-il obliger quelqu'un qui a 2 nationalités, obliger au choix ? Faut-il l'obliger à choisir ? Moi, je ne comprends pas cette volonté de vouloir diviser. C'est à mon sens, mais c'est ce que je pense. Hein. Je reprends le terme de Geoffroy Lejeune. Je l'avais invité. Hein. Il peut pas parce que il a d'autres occupations. Mais je relis ce qu'il a écrit. Alors, ceux qui soutiennent le Maroc comme leur pays de cœur, peut-on, quand il y a France-Maroc, peut-on tolérer l'idée qu'ils préfèrent le Maroc à la France ? Ça pose évidemment un problème, voilà. Mais moi, je ne comprends pas, alors que ce sont des binationaux qui vivent depuis de nombreuses années en France. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse diviser. Je ne comprends pas. Alors, on va parler de géopolitique du sport dans un instant et des relations franco-marocaines qui sont très fraîches, c'est vrai, en ce moment, qui semblent un peu s'améliorer. Mais je ne comprends pas qu'on puisse vouloir diviser. J'attends 0826 300 300. Qu'en pensez-vous ? Dites-nous. Bon, alors maintenant nous allons parler justement de ces relations. Puis nous allons appeler Tahar Benjeloun dans quelques instants. Khadija Mohsen Finan, où en est-on de ces relations entre la France et le Maroc ? Je crois que demain, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna part pour le Maroc pour préparer une visite officielle d'Emmanuel Macron. Oui, les relations sont fraîches en ce moment et ce qui donne justement plus de tension à ces enjeux au niveau du match. Elles sont fraîches depuis 2020, depuis que les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara occidental et que les Marocains ont pensé que les pays européens importants à leurs yeux, allaient emboîter le pas aux États-Unis. Ça a été d'une certaine mesure le cas pour l'Allemagne et l'Espagne, bien que ces 2 pays, sous la pression du Maroc, n'aient reconnu que l'autonomie était une base de discussion, mais ne sont pas allés aussi loin que Washington. Quant à la France, elle n'est pas sortie de son silence et les Marocains ont voulu faire sortir le Maroc de son silence. Et puis il y a eu d'autres éléments comme les visas. Alors on va en parler des visas avec Tahar Benjeloun qui est au Maroc actuellement. Pegasus. Et Pegasus. On va développer, effectivement, vous avez raison, Brahim Mansour. Donc c'est très frais en ce moment, les relations. Des 2 côtés, évidemment, on essaie d'améliorer les choses. C'est bien cela, hein, c'est ce que... non ? Pas des 2 côtés ? Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Non, je pense qu'on essaye, côté français, de rétablir les relations en réécrivant cette histoire. Et de la sortir peut-être un peu de son aspect paternaliste dans lequel elle était, de l'écrire différemment. Et côté marocain, je crois qu'il y a une vexation qui est très profonde. Vexation très profonde. Oui. Allez, Brahim, ça a été mentionné depuis la reconnaissance américaine. Il y a une pression, donc le Rabat exerce une pression importante sur les pays européens et notamment sur la France, ce qui contribue à des frictions. Puis il y a eu donc l'affaire Pegasus en 2014-2015. Il y a eu le chef des renseignements, donc Hamouchi, qui a été convoqué par le tribunal en France. Donc ce qui a des écoutes avant les écoutes, c'était par des plaintes déposées sur la corruption, la torture, donc des affaires de torture. Donc le fait qu'il soit convoqué avait déjà provoqué une colère du côté marocain. Bien, nous allons appeler Tahar Benjeloun, qui est écrivain franco-marocain, au plus beau pays du monde, édition du Seuil. Vous avez lu sans doute. Tahar Benjeloun, bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes en direct du Maroc, hein, Tahar Benjeloun. De Marrakech, oui. De Marrakech. Bon, alors, Tahar Benjeloun, d'abord, je vous remercie d'être avec nous. Je voudrais que nous reprenions ce que j'ai lu dans Le Monde. Je cite bien Le Monde. Hein. L'anecdote montre à quel point la crise entre la France et le Maroc se répercute sur les élites francophiles marocaines. Une octogénaire marocaine a été refoulée à l'aéroport de Montpellier en septembre. Félix Mathieu, ça a fait du bruit au Maroc. Oui, elle était venue en pèlerinage pour revoir ses vieux amis français, revoir aussi la faculté de médecine dont elle était sortie diplômée au début des années 70, nous rapporte Le Monde. Sauf que le 12 septembre dernier, on lui demande son certificat d'hébergement pour
pour le temps de son séjour en France à l'aéroport. Une exigence légale en théorie, sauf qu'en pratique, on ne lui avait jamais demandé ça. Alors, pas de certificat, elle se retrouve à remonter dans l'avion pour le vol retour immédiat à Casablanca. Elle qui estime avoir été traitée avec arrogance, de façon irrespectueuse, comme une clandestine, dit-elle. Un excès de zèle des douanes sur fond de mesures de rétorsion contre les pays du Maghreb. Pas assez de migrants irréguliers réadmis selon la France, qui brandit une baisse du nombre de visas accordés pour les voyageurs. L'histoire, effectivement, a fait du bruit au Maroc. Cet octogénaire se dit non seulement choqué, mais aussi fâché contre la France. J'ai été nourri de Ronsard, du Bellay, de Montaigne. Pourquoi prendre en otage une population qui assure la présence de la France au Maroc, s'indigne dans Le Monde cette dame dont les 6 enfants ont étudié d'ailleurs à Rabat, au lycée Descartes. Voilà, réduction des visas accordés par la France. Tahar Benjelloun, c'est un sujet majeur au Maroc. On en parle beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup d'humiliations, de personnalités importantes, un ancien ministre, un procureur du roi, des députés, des professeurs de médecine qui avaient un congrès, qui n'ont pas pu joindre, des artistes qui devaient aussi se produire en France et n'ont pas eu leur visa, des transporteurs Enfin, ils ont fait une punition. C'est-à-dire, finalement, ils ont touché les personnes qui travaillent normalement et qui ne sont pas des candidats à l'exil ni clandestins. Et d'autant plus que le Maroc était vexé parce que c'est le Maroc qui protège la France des clandestins. C'est lui qui empêche les gens de débarquer du droit de Gibraltar pour aller en Europe. C'est le Maroc qui fait tout ça. Et voilà, il est accusé de ça. Et en plus, d'après vraiment mon enquête que j'ai faite auprès de l'ambassade et des consulats, Marocains, ils m'ont dit, les deux, ils m'ont dit, on nous amène des clandestins, c'est vrai, mais la moitié ne sont pas marocains, ils sont algériens ou tunisiens. Or, la police française, n'ayant pas de documents, ne fait pas la différence entre un Maghreb, un Tunisien, un Algérien, un Marocain. Et le Maroc ne peut pas prendre des Tunisiens et des Algériens et les rapatrier chez lui, c'est pas possible. Ça s'est passé comme ça. Oui, mais Tahar Benjelloun, la France de son côté, dit au Maroc, très bien, mais vous n'acceptez pas de reprendre en nombre des citoyens, vos citoyens marocains qui sont en situation de clandestinité sur le territoire français. Ah non, les clandestins marocains qui ont été présentés au consulat ont été rapatriés. Pas tous, parce que, encore une fois, ils ont mélangé les Algériens, les Tunisiens et les Marocains. D'accord. Mais ça, c'est un détail, parce que ce que fait le Maroc pour lutter contre la clandestinité est connu. Bon, mais c'est ridicule de punir les gens comme ça. Il faut discuter, il faut en parler. Or, je pense que le ministre de l'Intérieur, aussi bien que le président, ont traité ça de manière un peu légère. Et ne connaissant pas la susceptibilité des Maghrébins, ça a été très très mal vécu par tout le monde. Alors, il y a un ressentiment anti-français en Afrique, dans de nombreux pays d'Afrique maintenant. Est-ce qu'il existe aussi ce ressentiment anti-français au Maroc, Tahar Benjelloun? Alors, il n'y a pas de sentiment vraiment anti-français, mais il y a, disons, un coup d'énervement. On est un peu énervé de voir qu'on fait la queue pour avoir un rendez-vous, pour avoir un visa, on paie de l'argent, après on dit non, on ne rembourse pas l'argent qu'on a dépensé. Enfin bref, il y a un petit malaise autour de ces histoires de visa. Mais la France reste quand même le premier investisseur au Maroc, et importateur, etc. Donc il y a des relations économiques qui se portent très très bien. Les affaires culturelles, les instituts culturels français marchent très très bien, il y a des gens, etc. Mais disons que en général, on attend un peu plus de la France parce que les Marocains, enfin les autorités marocaines ont toujours considéré que les relations avec la France sont des relations privilégiées. Nous ne sommes pas l'Algérie. Nous, on n'a pas de rente mémorielle. On n'a pas à culpabiliser la France. Nous, on a eu un protectorat qui a été protégé par l'IOT, le maréchal Lyoté qui a protégé les valeurs traditionnelles marocaines et qui finalement, l'erreur de la France a été de déposer le roi Mohamed V en août 1953 et à partir de là, il y a eu des manifestations anti-françaises et le retour du roi a signifié l'indépendance. Donc c'est tout. On n'a pas eu de guerre avec la France. Donc on a plutôt des relations bonnes. Et là, à Marrakech, il y a un sketch de Gad Elmaleh qui dit « Et je vois à Marrakech plein de Marocains, Jean-Paul, Michel, Jean-Claude, Jacques ». Ça veut dire qu'il y a tellement de Français qui viennent
s'installer, les retraités, les gens qui ont des moyens, ils viennent s'installer à Agadir ou à Marrakech parce qu'il fait beau, et puis il fait bon vivre en Maroc. Bien, bien. Tahar Benjeloun, je vous garde juste après la pub. Je vais faire intervenir nos participants. Il est quelle heure? Il est 11h17. Vous êtes sur Sud Radio, évidemment. Nous allons développer. Tout à l'heure, j'appellerai Jean-Baptiste Guégan, qui est enseignant en géopolitique du sport. Nous allons développer ces relations franco-marocaines, plusieurs aspects, et notamment le Maroc. Et ça, je poserai la question à Tahar Benjeloun. Le Maroc devenu étendard, pays étendard du monde arabe et de l'Afrique. Il est 11h17. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Tahar Benjeloun, j'ai encore une question à vous poser. Vous êtes franco-marocain. Est-ce qu'on doit être ce soir, devant ce match, est-ce qu'on doit être obligé de choisir forcément l'équipe que l'on va soutenir? Écoutez, moi je suis tendu, c'est-à-dire je suis avec les uns et les autres. Oui. En même temps, il faut bien choisir à un certain moment. Et bien, évidemment, quand on se retrouve dans la foule marocaine, dans les rues, tout ça, on est avec l'équipe marocaine, bien sûr. Mais bon, ce soir, ça va être difficile. D'autant plus que ce sont les Bleus, ils sont une équipe formidable, ils sont fantastiques. Ils vont nous donner un très beau spectacle. Et les Marocains, aussi, ils vont essayer de gagner. Et ça, c'est un match magnifique parce que, disons, il y a beaucoup plus d'amitié que d'antipathie, quoi. Parce que les gens ont envie de gagner, mais dans de bonnes conditions. Et les Marocains, bien sûr. Je vais vous poser une question qui va évidemment peut-être irriter mes invités ce matin. Est-ce que l'amitié entre la France et le Maroc est plus forte qu'entre la France et l'Algérie ou la France et la Tunisie? Écoutez, il y a une chose qui est très certaine, c'est que le président Macron a choisi, dès qu'il est arrivé au pouvoir, d'assainir et de se réconcilier avec l'Algérie. Et là, il s'est rendu compte qu'il n'y a rien à faire avec les généraux algériens. Et il a beau se déplacer avec 15 ministres, il n'a rien obtenu. Et ce qu'on lui dit, moi je lui dis, et beaucoup de gens lui disent, l'Algérie, elle veut continuer à culpabiliser la France et à rester dans une situation d'animosité. Elle n'aime pas la France, elle n'aime pas du tout la France. Elle n'aime pas le Maroc non plus, l'Algérie. Elle est dans une haine permanente. Enfin, je parle surtout des dirigeants, parce que le peuple, lui, le pauvre, il est absolument à 100% avec le Maroc et il aime aussi la France. Mais Macron s'est trompé. Et je l'ai écrit, j'ai trompé, au lieu d'accentuer sa politique vers un pays amical, avec ses traditions, où il peut faire beaucoup de choses, qui est le Maroc ou la Tunisie, elle a cru devoir bien faire en se rendant dans cette Algérie avec une grande équipe, et finalement, résultat, demander aux politiciens, aux analystes politiques, et il n'a strictement rien obtenu d'Algérie. Il n'obtiendra rien de toute façon. L'Algérie, les généraux algériens sont un système qui est fermé, et s'ils font un pas de côté, c'est leur système qui s'écroule. Donc ils n'ont pas intérêt à disparaître. Merci Tahar Benjeloun. Merci vraiment, je rappelle, au plus beau pays du monde, aux éditions du Seuil. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Tahar Benjeloun? Tiens, Brahim Mansour. Pas d'accord pour différentes raisons. La France n'a aucun intérêt à s'aligner sur l'un ou l'autre pour être plus objectif. Les deux pays sont deux pays importants, deux pays pivots de la région Maghreb et qui jouent un rôle important sur différents secteurs économiques, sécuritaires notamment. Voilà, donc la France a toujours d'ailleurs cherché à maintenir, à ménager les deux pays, même si il y a eu bien sûr des moments de crispation avec l'un ou l'autre. Vous êtes d'accord, Khadija Mohsen Finan? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Brahim Mansour? Ou en désaccord aussi? Non, je suis d'accord. Simplement, si vous voulez, ce qui s'est passé montre que aucun des régimes politiques, que ce soit le marocain, l'algérien ou le français, n'a changé depuis les indépendances. C'est-à-dire que quand ils parlent
d'Algériens qui culpabilisent la France, c'est vrai, mais c'est vrai aussi pour le Maroc. Et c'est vrai que la France s'est toujours sentie ballottée entre les deux pays et ne s'est jamais obligée à sortir de ce dilemme et à réécrire la diplomatie. Elle ne s'est pas donné cette peine. Or, aujourd'hui, le Maroc, comme l'Algérie, demandent plus de clarté. Ils disent que cette neutralité mise en avant a consisté en une ambiguïté et qu'il faut sortir de l'ambiguïté. C'est ce qu'a dit le roi dans son discours de cet été, très clairement, et c'est ce que signifient les Algériens très clairement. Maintenant, aujourd'hui, depuis la guerre en Ukraine, cette relation privilégiée qu'avait la France avec le Maroc, elle s'est inversée parce qu'il y a un besoin d'Algérie. Un besoin d'Algérie sur le gaz, un besoin d'Algérie sur le Sahel, pour la France. Et donc, c'est pour ça que la situation de la France est très inconfortable. Mais elle est inconfortable aussi à cause des relations qu'elle a bâties avec ses anciennes colonies. Oui, Brahim. Justement, oui, ça fait partie je dirais, des facteurs de crispation entre Rabat et Paris. C'est ce rapprochement récent donc entre Paris et Alger et cette entente en quelque sorte, y compris personnelle, entre les deux présidents algériens et français, ce qui n'est pas, à mon sens, contradictoire avec l'intérêt des relations algéro-marocaines. Il ne faut pas que les deux pays soient dans une, je dirais, raison de chantage permanent par rapport à leurs relations avec Paris. Doit-on être obligé de choisir? C'est la question de fond. Karim, tiens, est franco-algérien. Bonjour Karim. Bonjour messieurs, dames. Et vous êtes pompier, Karim. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous, Karim. C'est réciproque. Bon, que dites-vous? Vous dites, je comprends que certains Français soient choqués de voir des drapeaux algériens ou marocains, compte tenu de l'histoire compliquée de la France, entre la France et ces pays. Des drapeaux dans les rues françaises, le soir de match, oui. Effectivement, c'est un problème de fond. Il y a un mélange qui se fait malheureusement avec les histoires religieuses, avec tout ce qui se passe avec Daesh et compagnie, les musulmans, les gens englobent. C'est vrai que le français, je suis français, je suis fier de l'être, attention, aussi, est un peu plus réticent de voir des drapeaux marocains et des drapeaux algériens. Pourquoi? Parce que dans cette petite minorité, il y a beaucoup d'incivilités qui se font. Et il y a une appartenance dans ces jeunes qui sont français d'origine marocaine ou algérienne qui se sentent pas accepté en France et c'est ce qui met le faux poudre malheureusement. Vous serez italien ou vous serez portugais avec une finale ou avec une demi-finale France-Portugal, ça passera beaucoup mieux de mettre un drapeau français ou italien à la fenêtre qu'un drapeau marocain ou algérien. Mais pardon, mais si vous avez France-Portugal, les Français d'origine portugaise mettront le drapeau Portugal à la fenêtre, je vous le dis tout de suite. Mais vous prêchez un convaincu, mais totalement. Mais je comprends d'ailleurs, mais je comprends très bien d'ailleurs. Mais par contre, le visuel de la population française est quand même freiné lorsqu'elle voit ça, mais c'est totalement compréhensible. C'est vraiment compréhensible, mais c'est malheureux d'en arriver là. On peut pas avancer il y a trop de problèmes. J'entendais tout à l'heure, il y a un monsieur qui disait, comment il s'appelle, monsieur Tahar, il disait que l'Algérie et le Maroc, faut pas oublier que l'Algérie a quand même une source d'énergie qui est non négligeable, que tout le monde se sert, la France comme le Maroc. Il faut savoir aussi que le Maroc commence à ouvrir des négociations avec l'Algérie. Ça, par contre, il ne l'a pas précisé. Et que la France ouvre des marchés avec l'Algérie, mais par contre... Des négociations avec l'Algérie, je ne suis pas très certain, Karim. Parce que les relations diplomatiques ont cessé entre l'Algérie et le Maroc. Alors, comment expliquez-vous qu'ils ont créé un bateau spécifiquement qui fait des navires Algérie-France avec le gaz ? Alors, Karim ou Mansour, qui est un spécialiste. Pour le moment, la voie officielle reste sur la rupture diplomatique. Il est vrai que pendant le sommet arabe accueilli donc à Alger, on avait cru quand même que c'était une opportunité d'une réconciliation, au moins d'une
d'ouverture d'une fenêtre pour la réconciliation, surtout avec l'annonce du souverain marocain d'y aller, d'y être présent, mais ce n'était pas le cas malheureusement, et pour le moment les deux pays restent vous l'avez très bien dit, vous l'avez très bien dit, ce n'était pas le cas, mais maintenant c'est le cas. J'espère. Ben, on l'espère, on l'espère. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on espère une victoire de la France, on espère un calme général en France avec ces événements sportifs. Et si c'était l'occasion, si le match se déroule bien, hein, parce qu'attention, hein, ce qui importe aussi, c'est le match, la qualité du match, une victoire d'un côté ou de l'autre franche et nette, et non pas des problèmes d'arbitrage ou autre. On est bien d'accord, Karim. S'il y a par exemple une victoire nette de la France ce soir, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas fraternité, non ? Mouvement de fraternité. Il y aura un mouvement de fraternité, mais malheureusement, comme dans tout troupeau, on a des animaux qui sont un peu fatigués et ils risquent d'avoir des débordements dans l'incivilité, effectivement. Oui, d'autant plus que viennent se greffer dans les grandes manifestations des éléments qui n'ont rien à faire des matchs d'ailleurs, et qui n'ont rien à faire du Maroc, de la France ou des autres, et qui ne pensent qu'une chose, c'est à piller et à détruire. Exactement. Donc, mais quoi qu'il en soit, la France est belle, le Maroc est beau, l'Algérie est belle, le monde est beau. Il faut qu'on se serre les coudes parce que l'avenir est mauvais. Eh bien, Karim, comment allez-vous regarder le match ce soir ? Alors, je regarde le match. Alors, je suis un pour le Maroc et je suis un pour l'Algérie. Pourquoi ? Parce que j'ai parié sur le Maroc. Mais ça c'est financier. Et par contre, au niveau cœur, je suis pour la France. Bon, oui, vous êtes pour le Maroc parce que vous avez parié sur le Maroc. Exactement. Et vous êtes pour la France parce qu'au niveau cœur, vous préfériez que la France gagne. Bon, c'est pas mal ça, remarquez, Karim. Vous êtes partagé. On s'adapte. Vous vous adaptez, j'ai bien compris. Bon, on va parler géopolitique du sport tout de suite, 11h31 dans un instant avec nos invités. Il est 11h31, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, ce match ce soir très attendu. Frédéric va être avec nous dans un instant. Frédéric qui va supporter la France, enfin soutenir, je préfère. Le mot supporter, j'aime pas trop, ça vient de l'anglais, supporter, je préfère soutenir. Va soutenir la France ce soir, même si le Maroc gagne, je serai aussi heureux car mes voisins sont marocains, va nous expliquer Frédéric. Bon, il est 11h35. Allez, le Maroc, pour le Maroc, c'est une aubaine, cette demi-finale de Coupe du Monde. Ça lui permet d'être l'étendard du monde arabe et de l'Afrique, Brahim Mansour. En effet, c'est une victoire formidable et qui, pour la première fois, donc une équipe africaine réussit. Et ce qui, politiquement aussi, se traduit par une symbolique par rapport à une réussite, réussite d'un projet, réussite du soft power, y compris marocain sur la région, et qui mais aussi réussite sportive parce que ça montre aussi que l'investissement sur la création de l'école royale a réussi parce que ça fait émerger des joueurs nationaux d'ailleurs. Alors Brahim ou Mansour, réussite, mais on sait que les difficultés entre l'Afrique et le monde arabe existent, elles sont réelles. Hein. Il y a des inimitiés qui sont très fortes. Bien sûr. Est-ce qu'il va être un fédérateur ? Est-ce que là, le roi va devenir un fédérateur pour toute l'Afrique, qu'elle soit arabe, arabisante c'est tout ce débat sur l'ancrage du Maghreb, des pays du Maghreb, l'ancrage africain, mais aussi arabe, parce que ces pays ont décidé également d'appartenir à cet ensemble du monde arabe, mais ils sont aussi berbérophones. Et donc les berbérophones, les berbères souvent se revendiquent beaucoup plus comme africains et non pas appartenant à cette zone arabe. Mais ça fait partie de cet ancrage multiple, méditerranéen également. Donc d'où la grande importance de cette demi-finale et surtout de cette présence marocaine. En réalité, il y a une histoire marocaine en Afrique.
depuis très longtemps, les pays africains ont fait allégeance de manière religieuse au sultan du Maroc. Et depuis une vingtaine d'années, le Maroc a renoué avec cette politique par des investissements économiques, par une politique religieuse, notamment par la Tijaniya et par d'autres écoles de Zawiya. Donc là, l'ambition du Maroc, c'est d'être réellement une puissance africaine. Et en étant une puissance africaine, il servirait de pont, si vous voulez, entre l'Afrique et le monde arabe, mais il permettrait aussi à un pays comme la France ou aux pays européens d'être présents différemment en Afrique, en sortant de la France-Afrique par exemple, et en y étant différemment. Il permettrait aussi à Israël, qui a des ambitions africaines, d'y être. Donc l'ambition oui, puisque les relations entre le roi du Maroc et Israël sont bonnes. Bah oui, elles sont très bonnes. Donc effectivement, c'est le rôle pivot que se donne le Maroc aujourd'hui, et c'est réellement son ambition ça lui permet la visibilité. Ce match lui permet la visibilité de ce rôle pivot et de son ambition, et ça lui permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Ambition diplomatique forte de la part des Marocains aujourd'hui, mais vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis d'Israël. Aujourd'hui, il y a une vraie dimension marocaine, une vraie dimension diplomatique marocaine, beaucoup plus forte qu'avant. Frédéric est à Bordeaux. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et bonjour aux auditeurs. Alors comment allez-vous faire ce soir, Frédéric ? Alors moi, je serais content parce que de toute façon, on va gagner puisque d'un côté, la France joue et de l'autre, la communauté marocaine est très importante en France. Donc il y aura des gens qui seront contents. Il faut que ça reste du sport, et c'est du sport et on a tendance à l'oublier. Alors j'entendais parler d'Israël, etc. à l'instant par rapport à aux spécialistes qui intervenaient, mais après, ce sont des joueurs de foot qui représentent le peuple. Et d'ailleurs, ils avaient le drapeau palestinien. Donc, c'est pas que ils ont posé avec le drapeau palestinien. Donc, c'est un petit peu normal. À certains moments où on parle beaucoup de l'Ukraine, donc les gens qui sont pour l'Ukraine, je comprends pas pourquoi ils sont pas également. Je voulais pas intervenir par rapport à ça, mais bon, pourquoi ils sont pas également vent debout par rapport à ce que subit le peuple palestinien. Donc, attention, le roi réagit d'une certaine façon peut-être. Mais après, les joueurs de foot, ce sont des gens du peuple aussi, et qui réagissent non pas comme le veut leur roi, mais comme ils réagissent eux. Donc il ne faut pas politiser, ça reste du foot. Quoi qu'il arrive, beaucoup de personnes seront contentes ce soir. Si c'est la France, je serai encore plus content. Si c'est le Maroc, je serai content, comme j'étais content quand les Portugais ont gagné la finale, parce qu'il y a une communauté portugaise qui est importante, et voilà, et ça reste du sport. Et on doit apprécier. Et vous, Jean-Jacques, vous aimez le foot, vous comprenez qu'on peut être pour le beau jeu, et quelquefois quand la France joue contre le Brésil, il m'est arrivé d'être pour le Brésil. Bien, merci Frédéric, merci. Évidemment, c'est vrai que les drapeaux palestiniens ont été brandis par les supporters marocains et même par les joueurs de l'équipe du Maroc. Oui, c'est symbolique et ça traduit bien sûr ce peut-être clivage entre la population, le regard de la population et les dirigeants par rapport aux dirigeants, aux décisions des dirigeants sur leur relation avec l'État d'Israël ou sur la question palestinienne. Bien sûr. Jean-Baptiste Guégan est aussi avec nous, enseignant en géopolitique du sport. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voudrais faire un tour de table. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en route là pour le Qatar? Il est dans l'avion. Ce soir, il va croiser beaucoup de monde là-bas, l'émir du Qatar évidemment, mais il va aussi croiser le roi du Maroc, et il va croiser, je ne sais pas si le cheikh d'Arabie Saoudite sera là ou pas, je ne sais pas, mais enfin il va croiser, probablement, il va croiser dans tous les cas le roi du Maroc. La géopolitique du sport, ça existe. Quand on dit sport et politique, il faut dissocier, c'est impossible, Jean-Baptiste Guégan. Alors effectivement, c'est indissociable. Les rapports entre sport et politique sont consubstantiels finalement à la vie politique. Regardez, aujourd'hui, on demande à Emmanuel Macron de ne pas y aller. Il y a j'entends ça. D'ailleurs, doit-il y aller? Qu'en pensez-vous? Il doit y aller. Il doit y aller pour plein de raisons. Parce que d'abord, il y a un enjeu de politique intérieure.
C'est aussi représenter la France à l'étranger. Ensuite, c'est accompagner ces équipes de France. C'est ce qu'on demande à un président de la République. Et puis, il y a la question internationale, c'est-à-dire que sur la question des relations internationales, c'est l'occasion d'avoir des échanges bilatéraux. Pour rappeler quand même les rapports très étroits qu'on a avec le Maroc. On est le premier investisseur au Maroc. Le Qatar est un de nos partenaires stratégiques, a fortiori avec la guerre en Ukraine et la guerre énergétique. Ne pas y aller, c'est laisser la place aux autres, et c'est surtout crisper des relations qui sont de toute façon durables et structurellement qui ne bougeront pas. Oui. Qu'en pensez-vous? Je fais un tour de table, restez avec nous, hein, bien sûr, Jean-Baptiste Guégan. Qu'en pensez-vous, Khadija? Sur le voyage de Macron, je pense qu'il y a d'Emmanuel Macron, je pense qu'il y a deux choses. Vis-à-vis du Maroc et de la France et des joueurs français, il devait y aller, d'autant plus qu'il l'avait annoncé. Oui. Maintenant, il s'est passé quand même quelque chose de très important au niveau du Parlement européen, et on ne peut pas passer outre, même si ce n'est pas jugé, même si l'enquête ne fait que commencer. Des suspicions, de la corruption venue du Qatar. Oui. Pour l'instant. Oui. Et là, il a fait un choix politique aussi parce que le Qatar est un gros investisseur en France. Donc, je pense que là, c'était un choix politique. Soit on remettait tout sur la table. N'aurait pas dû y aller? Je ne sais pas. Ah bon. Mais je pense que ça se discute. Je ne peux pas dire spontanément comme ça. Il a bien fait d'y aller parce qu'une fois de plus, on passe outre toutes les critiques qui ont été avancées vis-à-vis du Qatar. Et il n'y a pas que la corruption, il y a quand même le respect des droits de l'homme, il y a des valeurs dont on nous parle très souvent en France, il y a le climat, et donc ce sont des choses qui ont été avancées par la France et presque des lignes rouges qu'on est en train de transgresser aussi. Je fais mon tour de table. Brahim Oumansour, est-ce qu'il a eu raison d'y aller? Oui, je crois que oui, pour multiples raisons. Ça a été évoqué, le soutien de l'équipe de France, le contexte aussi. Oui. Mais après, la question de la corruption, c'est encore frais. Donc pour le moment, l'affaire est en justice et nous verrons. Le président ne pourra pas prendre une décision en quelques heures, j'imagine. Et donc l'enjeu est quand même important. Les relations entre la France et le Qatar restent importantes. Et à mon sens, elle va pas chercher à froisser. Bon, nous allons continuer à développer un peu de pub. Il est 11h45. Continuez à développer avec vous. 0826 300 300 et nos invités. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin. 10h30, 12h30. Jean-Jacques Bourdin. Bien, je voudrais regarder clairement les choses. D'abord, Emmanuel Macron s'était rendu en Russie. Bon, il faut le rappeler, il y a 4 ans. Première chose. Deuxième point, Jean-Baptiste Guégan, Brahim Oumansour et Khadija Fossen-Finan, vous allez me parler de cela, on va parler de cela. Deuxième point, je regarde la situation au Qatar. Le Qatar réussit... c'est un alignement des planètes. Que se passe-t-il? Le Qatar voit aujourd'hui le Maroc en demi-finale. Pays arabe, pour une première. Un pays d'Afrique. Très bien, premier point. Deuxièmement, la France en demi-finale. Formidable. La France, c'est un pays ami du Qatar. Et le Qatar investit beaucoup en France. Le Qatar est propriétaire du Paris Saint-Germain. On parle de foot. Deuxième alignement des planètes. Troisième alignement des planètes, qui est aussi très intéressant. Messi, qui se retrouve en finale. Messi, c'est le joueur du Paris Saint-Germain. C'est le meilleur joueur du monde. Donc, tout réussit au Qatar dans cette affaire. Moi, quand même, sans vouloir jeter une suspicion comme ça dans la discussion, mais quand même, ce soir, je regarderai de près l'arbitrage de l'arbitre mexicain dans ce match France-Maroc. J'attends de voir avec impatience comment il va se comporter. Bien, qu'en pensez-vous, Jean-Baptiste Guégan ? Effectivement, ça réussit au Qatar parce que si on se souvient de tous les débats polémiques qui entouraient cette édition, à commencer par de vraies problématiques, la question des droits, etc. On en a parlé juste avant. Aujourd'hui, cette Coupe du Monde, sportivement, est une réussite. Dans l'organisation, ils ont réussi à lever beaucoup des doutes qui accueillaient, par exemple, l'événement. Je pense à la gestion des flux de supporters, etc. Et ce soir, cette opposition, et notamment la présence de l'Afrique, va aussi servir les intérêts du Qatar. Après, quant à savoir s'il va y avoir un effet arbitrage, j'en doute, parce que derrière, ça accentuerait les problèmes d'un Qatar qui a déjà suffisamment de choses à gérer avec ce qui se passe au Parlement européen. Oui, d'accord. D'accord. Ok, alors, j'oublie mes remarques. Ce soir, Emmanuel Macron et Mohamed VI
vont se côtoyer, probablement se serrer la main. Donc, je ne sais pas, non? Qu'en pensez-vous, Khadija Mohsen Finan? Oui, probablement, puisque de toutes les manières, Madame Colonna est au Maroc où elle va y aller. Une visite de Emmanuel Macron est programmée au Maroc. Je pense que évidemment, ils vont se serrer la main. Maintenant, est-ce qu'ils vont profiter de cette rencontre pour discuter? Je ne le pense pas. Je pense qu'ils vont séparer les choses. Ils vont bien séparer les choses. Brahim Mansour, vous êtes d'accord? Oui, on va plutôt jouer sur l'image. Si les deux chefs d'État sont présents, bien sûr, mais ils vont présents, jouer sur l'image. Les deux seront présents. Voilà, donc et cela, bien sûr, jouer sur l'image d'un réchauffement, bien sûr, le fait, comme Khadija Mohsen Finan l'a annoncé, donc il y a une visite d'État déjà prévue pour mi-janvier, avec la visite de la ministre des Affaires étrangères demain, ce qui donne intérêt à ces deux chefs d'État de préparer en quelque sorte le terrain. Sur le terrain purement géopolitique, Jean-Baptiste Guégan, pour le Qatar, c'est un immense succès. Le fait que ce soir, retrouver le Maroc, le roi du Maroc, le président français côte à côte dans la tribune, c'est un immense succès. Ça tombe bien, ce France-Maroc. Alors, diplomatiquement, c'est un succès, d'autant qu'il y a la visite d'État qui se profile avec la volonté de faire descendre le niveau de tension qu'on a pu constater les dernières années. Après, très honnêtement, si le Qatar avait eu à choisir, je pense qu'il aurait préféré avoir finalement une autre équipe en face, une autre équipe européenne, de la même manière. Ouais, parce que finalement, le rayonnement du Maroc, là, leur profite, mais d'un point de vue sportif et du point de vue d'un traitement médiatique, il aurait mieux valu avoir une équipe un petit peu plus forte. Maintenant, ce qui va être très intéressant avec ça, c'est toute la narration qui va être organisée autour de ce match-là. Le Qatar appuie énormément sur ce sujet-là, et on voit le traitement médiatique extrêmement important autour de la rencontre. Et ça, le Qatar saura l'utiliser, le réutiliser et s'en faire le promoteur. On a même vu que l'autorité palestinienne se servait du match pour se rapprocher justement des préoccupations des populations arabes, et ça a vraiment du sens. Le foot, c'est bien plus que du sport. C'est vraiment aujourd'hui de la géopolitique au sens strict. Mais évidemment, comment peut-on dire, Emmanuel Macron le premier, ne mélangeons pas sport et politique? Mais c'est mélangé, le sport et la politique, Jean-Baptiste Guégan. Surtout le foot, de la Coupe du Monde et la politique. Quand vous avez le premier sport mondial, qui est le sport qui va rassembler au moins la moitié de l'humanité sur la prochaine finale, vous êtes face à quelque chose qui est éminemment politique, parce que ça concerne les gens, ça leur parle. Quelle est la seule chose aujourd'hui qui, dans nos sociétés, rassemble tout le monde? À part le Covid, c'est le foot. Et on le verra avec le niveau d'audience. Quand même il y a des campagnes de boycott qu'on peut respecter. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai assentiment et un vrai intérêt. Une fois qu'on a dit ça, il y a une portée politique. Regardez par exemple la récupération politique de certains partis en France, et vous voyez clairement que tout le monde a intérêt à en parler, à s'en servir. Et du point de vue des relations internationales, c'est précieux. Vous avez des occasions d'échanges, de rencontres. Vous avez aussi l'occasion de raconter un récit et d'être maître de ce récit. Et ça, c'est encore plus important. Et j'ajouterais que pour Emmanuel Macron, c'est l'occasion ou jamais, en politique interne, d'être, si l'équipe de France gagne ce soir, auprès des joueurs, dans le vestiaire, l'image. Exactement. Souvenons-nous de 2018, mais souvenons-nous aussi de 98. l'effet que ça avait eu sur Jacques Chirac en 98. Ça ne fait pas gagner des élections. Mais Emmanuel Macron, il est en train de construire son héritage. Et n'oublions pas que les Jeux de 2024 arrivent, que c'est lui qui les a obtenus finalement. Il a bénéficié finalement de l'obtention au tout début de son mandat. Il travaille aussi son image sportive, et elle fera partie du bilan. Et elle fera partie du bilan. Les Jeux Olympiques 2024 seront évidemment un événement politique. Évidemment. Évidemment. Merci Jean-Baptiste Guégan. Merci. Khadija Mohsen Finan, vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça profite à tout le monde aujourd'hui. Et je crois qu'on a évoqué la Palestine qui s'est invitée dans cette Coupe du Monde, qui n'était pas du tout prévue, ni par le biais d'une équipe, d'un match ou autre. Et ça prouve, comme ça a été dit par Brahim Mansour, qu'il y a la stratégie des classes politiques et aussi l'émotion des populations. Mais ça prouve aussi peut-être qu'il y a, depuis la guerre en Ukraine, un nouveau Sud qui s'est créé.
Et à travers ce nouveau Sud, on voit l'attachement pour cette équipe du Maroc. Et cet attachement sert aussi les ambitions marocaines, mais les ambitions françaises. Le Maroc étendard d'un nouveau Sud, comme vous dites. Oui. L'évolution géopolitique, c'est très très intéressant, hein, vraiment. L'étendard d'un nouveau Sud. Oui, c'est vrai que cette réussite de l'équipe marocaine conforte les ambitions du souverain marocain. D'ailleurs, l'entraîneur Walid Regragui le souligne à chaque fois, dans chaque interview. Il a compris, il est très intelligent. Hein. Il a compris très vite. Oui, d'ailleurs, on peut faire plusieurs lectures sur cette Coupe du Monde, sur cette rencontre de ce soir, y compris le rôle de la diaspora maghrébine, le rôle des binationaux, dont étant un pont entre les deux rives de la Méditerranée, étant aussi un outil de réussite. Ça redonne un rôle important aux binationaux. Exactement, dont la réussite de ces pays. Mais on n'avait pas le droit de nous présenter aux élections. Pendant longtemps, les Marocains de la diaspora n'ont pas voté. Ils votent depuis peu. On n'a pas le droit de faire certaines choses. Et voilà que, effectivement, ils invitent à la dernière minute un binational pour sauver l'équipe nationale et pour servir l'image du pays. Oui, parce que Walid Regragui est binational. Hein. Oui, bien sûr, il est de Corbeil-Essonnes. Ça interpelle d'ailleurs à la fois la politique nationale française, mais aussi la politique des pays du Maroc et des pays maghrébins vis-à-vis de leur considérer ou reconsidérer leurs binationaux. Les deux côtés. Bien, merci à tous les deux. Merci à Jean-Baptiste Guégan et merci à toutes celles et ceux qui ont suivi et qui nous ont accompagnés sur ce débat. Alors, nous allons suivre le match ce soir. Évidemment, vous pouvez continuer à nous dire. Et demain, vous nous raconterez comment vous avez vécu ce match. Nous reparlerons du match, évidemment. Nous ferons un débriefing, si je puis dire, pour employer un mot français. Nous débattrons du match demain matin, évidemment. Il est 11h57. Merci, vous êtes sur Sud Radio.